Le Bitcoin prend de la valeur à partir du moment où il y a un développeur qui achète 2 pizzas pour à l'époque 10 000 Bitcoins, si je calcule bien 430 millions de dollars ou quelque chose comme ça. J'espère qu'elles étaient bonnes ces pizzas. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Donc, bienvenue chez Cooper. Chez Cooper, notre mission c'est de redonner envie d'apprendre grâce au pouvoir des livres. Alors régulièrement on reçoit des auteurs qui viennent nous parler de leurs livres. Et cette semaine, je suis très heureux de recevoir Laurent Gaillard, qui vient nous parler de son dernier livre, Comprendre les NFT et les métaverses, publié aux éditions Slatkin et compagnie. Donc la promesse de cette interview, elle est donnée. Si vous regardez ou écoutez l'interview jusqu'au bout, eh bien vous en saurez plus sur deux sujets dont tout le monde parle, les NFT et les métaverses. Il ne restera plus qu'une chose à faire pour aller plus loin, c'est courir en librairie, acheter le livre. Merci Laurent d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc Laurent, vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également auteur-chroniqueur, notamment à la Revue des Deux Mondes et au magazine Causeur. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont Darknet, GAFA, Bitcoin, l'anonymat est un choix, publié aux éditions Slatkin et compagnie, ou Géopolitique du Darknet, Nouvelles frontières et nouveaux usages du numérique, publié chez ISTE Éditions. Vous êtes donc ici pour nous parler de votre dernier livre, Comprendre les NFT et les métaverses. Aujourd'hui, le marché des NFT, ça représente plusieurs milliards de dollars et c'est pas terminé, puisque la valeur de ce marché, elle semble augmenter à une cadence exponentielle. Cette croissance, elle nous rappelle un peu celle des crypto-monnaies il y a 10 ans, c'est assez impressionnant. Mais attention, alors NFT et crypto, ils ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences. On va voir ça après, justement, et les NFT et les cryptos ont aussi notamment permis l'essor des métaverses, on verra aussi pourquoi. Mais avant de discuter de ces sujets plus en détail, moi j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu et pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet des NFT et des métaverses? A priori, si je regarde mon parcours, il me destinait à m'intéresser à la blockchain, aux cryptos, aux NFT, aux métaverses, au Web3. Parce que j'ai pas une formation d'informaticien, j'ai plutôt une formation littéraire d'ailleurs, mon parcours professionnel, en fait, c'est d'abord celui d'un enseignant et chroniqueur, en effet, pour différentes revues, en ce moment d'ailleurs, plus peut-être la revue Conflit, par exemple, qui est une revue de géopolitique. Et donc, en fait, je suis venu à ce sujet par la science politique et par la géopolitique. Et par le bidouillage aussi, parce que en fait, j'ai mis le nez assez tôt dans, on va dire, j'ai vu arriver Internet. Je fais partie de la génération qui a vu arriver Internet, qui a vu la démocratisation d'Internet. Donc pour moi, ça a été dans le courant des années 90. Donc j'ai commencé à mettre le nez dans un PC, c'est-à-dire à l'ouvrir, à le bidouiller. Et puis, à l'époque, à aller utiliser des logiciels qu'aujourd'hui, il ne faut plus utiliser comme Emule, Casa, des choses comme ça, en fait. Donc tout ça, c'était à la toute fin des années 90, début des années 2000. Et puis, en fait, de fil en aiguille, comme ça, j'en suis arrivé à découvrir un jour un truc qui s'appelait Freenet, qui était en fait un darknet, ce qu'on appelle aujourd'hui un darknet, c'est-à-dire un réseau alternatif. Moi, à l'époque, c'était en 2000, quoi. 2000, 2001, ça venait juste, Yann, le créateur de Freenet venait juste de lancer son Darknet, donc je suis tombé là-dessus, je comprenais pas comment ça marchait. Et puis j'ai continué, en fait, à suivre un peu le sujet, j'ai un copain ingénieur, lors d'une soirée, une fois, qui m'a dit « Tiens, tu connais le Bitcoin ?» Il a commencé à m'en parler, ça m'a intéressé, donc je lui demande, tu peux m'expliquer le principe, il m'explique, et puis je l'écoute attentivement. Là, je lui dis, attends, tu peux recommencer, mais plus lentement. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre, justement, j'ai trouvé que la proposition, en fait, formulée par les crypto-monnaies, était d'un point de vue politique, alors d'un point de vue technologique, évidemment, quoi, mais totalement radicale. C'est-à-dire que à une époque, finalement, où j'entendais beaucoup de critiques formulées à l'encontre du système financier capitaliste, comment trouver une alternative, on parlait d'alternative à la mondialisation, d'alternative à la finance mondiale. D'un coup, en fait, ce mystérieux japonais, est-il vraiment japonais ou pas? Satoshi Nakamoto, est-il un ou une ou plusieurs? Je ne sais pas si on le saura un jour, mais propose un système, en fait, un réseau de transactions, d'utilisateur à utilisateur, qui permet des transactions directes en se passant de l'intervention d'une banque ou d'une institution, avec une monnaie qui ne rend pas anonyme, ça c'est une fausse légende sur le Bitcoin, mais qui permet des transactions, on va dire, quasi immédiates, du moins très rapides,
sur un réseau décentralisé. Et ça, c'est une proposition qui, à l'époque, est radicale. Donc, du coup, le temps de comprendre la chose, je m'y intéresse un peu et j'assiste au rallye, au fameux rallye de 2013, j'y étais pas encore, mais au rallye de 2017, où le Bitcoin valait 1 000 $ au début de l'année et 20 000 en novembre de la même année, en 2017. Et puis aussi au crash, quand le Bitcoin perd 50% de sa valeur en l'espace de une semaine, 2 semaines. Et puis à partir de là, j'ai continué à suivre en fait l'évolution technologique de ce secteur qui m'a fasciné, sans en faire toutefois une utopie. Il y a des gens qui en font vraiment une utopie libertarienne. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Il faut regarder les choses avec un peu de réalisme. Il y a une proposition technologique et politique radicale. Après, dans les crypto-monnaies, il y a un phénomène de concentration très très fort, concentration des richesses. Donc, je crois pas que ce soit une utopie libertarienne. Je suis pas forcément versé d'ailleurs moi-même dans les utopies. Je pense être plutôt quelqu'un d'assez, on va dire, réaliste politiquement, quoi. Mais c'est quand même fascinant, en fait. Alors, j'ai suivi ça jusqu'au NFT, au Web3. Ce que je remarque avec les NFT, c'est qu'on a eu un parcours similaire à celui des crypto-monnaies, c'est-à-dire une innovation technologique, au départ, qui concerne un petit nombre de personnes, des geeks, des informaticiens, une monnaie qui ne vaut rien, c'est un jeu d'informaticiens, et puis le jour où ça prend de la valeur à partir du moment où il y a un développeur, je ne sais plus si c'était un développeur, un informaticien, Laszlo Hanex, qui achète 2 pizzas pour à l'époque 10 000 bitcoins sur un forum. Donc, je vous laisse imaginer enfin, ce que ça vaut aujourd'hui. Je crois que ça serait l'équivalent de 10 000 bitcoins de, si je calcule bien, 430 millions de dollars ou quelque chose comme ça. J'espère qu'elles étaient bonnes, ces pizzas. Mais il a fallu quand même 10 ans, finalement, quand on regarde depuis, à partir du moment où Nakamoto lance le protocole Bitcoin, à partir du moment où on a l'achat de ces 2 pizzas, ce qui est le premier achat documenté d'objets physiques en crypto-monnaie, il faut 10 ans, plus de 10 ans, pour que les crypto-monnaies s'imposent quand même dans le paysage, comme elles le font aujourd'hui, deviennent des objets connus du grand public, alors que les NFT, pour poursuivre, continuer à dérouler la pelote, c'est beaucoup plus rapide. Et les NFT, en effet, ne sont pas des crypto-monnaies, c'est autre chose. Dans les deux cas, c'est des actifs numériques, c'est-à-dire que ce sont les crypto-monnaies, alors certains les considèrent comme des monnaies, c'est-à-dire qu'on peut acheter aujourd'hui des choses en bitcoin. On a pu acheter des pizzas, aujourd'hui on peut acheter des voitures, un appartement, des services, mais ça reste aussi des actifs numériques, c'est-à-dire qu'on peut posséder un certain nombre de bitcoins ou d'Ether ou de Solana et les laisser fructifier sur un portefeuille électronique. Mais voilà, ce sont des objets, c'est de la monnaie électronique, c'est fongible. On peut échanger un bitcoin contre un autre bitcoin. Par contre, les NFT, c'est pour ça d'où leur nom, NFT, Non-Fungible Tokens, ce sont des actifs non fongibles, parce que ce sont des titres de propriété qui sont créés sur le plan technique de la même manière qu'une crypto-monnaie. En fait, finalement, ça repose sur la technologie de la blockchain et des smart contracts, mais ça crée un titre de propriété numérique enregistré sur une chaîne de blocs et qui est lié à une œuvre ou un objet numérique. Ça marche avec une œuvre d'art, on peut lier à un titre de propriété numérique. Je réalise des œuvres d'art, par exemple, j'en réalise une copie numérique, je la scanne et je la mets sur Internet, ou je fais des photos, par exemple. Et en fait, je vais minter mes photographies, c'est-à-dire lier à l'objet numérique, à l'objet JPEG, un titre de propriété numérique qui attestera de manière infalsifiable sur une blockchain que j'en suis le seul propriétaire et détenteur. De la même manière que, d'ailleurs, si j'achète un bitcoin, l'opération est enregistrée sur une chaîne de blocs et atteste de manière infalsifiable qu'à telle date, j'ai acheté tel montant à telle adresse et que je possède tant de bitcoin. Alors justement, c'est un élément qui m'intéresse. J'aimerais bien pour les gens qui nous regardent, on entend beaucoup parler justement de crypto-monnaies, d'NFT, etc. Et derrière ces deux innovations, vous en avez parlé. Il y a la blockchain, c'est la technologie de la blockchain. A priori, un prérequis, c'est de comprendre ce qu'est la blockchain pour bien comprendre ce qu'est tout le reste. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un peu là-dessus et nous expliquer ce qu'est la blockchain ? Au départ, c'est une technologie développée dans les années 90 de manière théorique qui permet de dupliquer une base de données, de la distribuer
Sur un réseau, vous avez par exemple, tout le monde connaît le désagrément de travailler. Vous avez à vous développer, je ne sais pas, une intervention, vous avez à préparer un dossier, un PowerPoint pour une réunion, n'importe quoi en fait. Vous réalisez un travail, vous réalisez des copies de ce travail en fait, et vous en réalisez des copies pour ne pas le perdre. Tout le monde connaît le désagrément si ce travail à préparer est plus ou moins long, si vous travaillez sur un dossier, que vous en réalisez plusieurs copies parce que le travail est long, d'avoir plusieurs copies. Et vous finissez par plus vous retrouver en fait dans le nombre de copies et vous courez aussi le risque de perdre votre travail si votre ordinateur crache, si votre disque dur plante. Donc au départ, en fait, l'idée de la chaîne de blocs, c'est d'avoir une base de données, un fichier, qu'on peut enregistrer simultanément en plusieurs endroits d'un réseau, donc réaliser des copies virtuelles mais aussi des copies physiques, parce qu'on va pouvoir dupliquer cette base de données, ce fichier numérique, en plusieurs endroits d'un réseau, et utiliser un algorithme de cryptographie qui va faire deux choses, qui va s'assurer qui va mettre à jour systématiquement toutes les versions de votre base de données ou de votre fichier en même temps, et qui va appliquer un algorithme de cryptographie, une opération cryptographique pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de copier une version qui a déjà été copiée, dupliquée sur les autres parties du réseau. Donc en fait, c'est un système de copie et de gestion d'une information distribuée sur un réseau. C'est ça au départ la blockchain, et au départ ce principe est théorique en fait. Dans l'idée de ses créateurs, dis-moi ces théoriciens qui sont deux chercheurs américains, deux informaticiens, Stuart et Tornetta, l'idée c'est de pouvoir dupliquer une base de données et de pouvoir mettre à jour instantanément toutes les copies. Quand je dis les copies, ça peut être 10, 100, 1000, 10 000 copies simultanées. Et cette théorie, elle est reprise par Satoshi Nakamoto, non pas pour proposer en fait de dupliquer une base de données, mais pour dupliquer un registre comptable qui va servir à enregistrer les transactions, qui va servir à valider les transactions. Il va se servir en fait, Satoshi Nakamoto, de la technologie de la chaîne de blocs, de la blockchain, qui a été pour l'instant avant lui juste théorisée, jamais appliquée. Il va s'en servir pour résoudre son problème, parce que comme il l'explique dans on dit le white paper de Bitcoin, c'est-à-dire l'article scientifique qui explique comment fonctionne Bitcoin, il explique dès le début, il dit voilà, je veux concevoir un système de transaction pair à pair, d'utilisateur à utilisateur, direct, qui permet d'opérer des transactions donc directes d'utilisateur à utilisateur, qui permet de se passer d'une institution tierce, plus besoin de banque pour valider la transaction, puisqu'évidemment, si je vous vire 100 € aujourd'hui, a priori, il faut quelqu'un pour valider cette transaction et pour attester que vous avez reçu 100 €, je vous ai viré 100 € et en fait que nos deux comptes en banque attestent chacun l'un du débit, l'autre du crédit. C'est une banque normalement qui fait ça. Donc l'idée de Nakamoto, il le dit dès le départ, c'est de pouvoir réaliser cette opération en se passant d'une banque. Le problème évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous passez d'une banque pour valider un virement, qui atteste que ce virement, que l'argent est bien transféré d'un utilisateur à l'autre. Donc il a résolu la question de manière assez simple, c'est un algorithme qui va le faire. C'est pour ça que j'ai entendu beaucoup de gens dire le Bitcoin, la blockchain, c'est l'économie de la confiance. Non, c'est pas une économie de la confiance. C'est bien parce que vous n'avez pas confiance que vous faites confiance à des algorithmes pour valider les transactions. Et justement, l'utopie du Bitcoin, c'est de se défaire du système bancaire et de remplacer le système monétaire. C'est l'utopie. C'est ça l'utopie, c'est ça l'objectif. Et on dit utopie justement, pourquoi ? Parce que la réalité du Bitcoin, c'est que c'est devenu plutôt un outil spéculatif. C'est un outil spéculatif. Alors, d'une certaine manière, l'utopie, dans le cas du Bitcoin, a été réalisée, puisqu'en effet, le réseau Bitcoin n'a pas besoin fonctionne vraiment sans banque. Cela dit, si vous voulez, vous êtes un utilisateur lambda qui voulait acquérir du Bitcoin, la manière la plus simple de faire aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet, de vous inscrire sur un marché de change en ligne,
sur une plateforme de change, en fait, qui vous permet d'acquérir des crypto-monnaies. Et en fait, vous êtes obligé de vous conformer à la réglementation bancaire qui s'appelle le KYC, Know Your Customer. Donc, vous donnez votre nom, votre prénom, enfin, toutes les informations que vous devez fournir et qui sont transmises aux autorités des marchés financiers. Donc, finalement, l'utopie a fonctionné, on va dire, d'un point de vue technique, parce que le réseau Bitcoin fonctionne vraiment sans banque. Si vous envoyez un Bitcoin, si je vous envoie un Bitcoin sur le réseau Bitcoin, c'est un algorithme qui va valider cette transaction en utilisant la technologie de la chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'il va enregistrer cette transaction, l'ajouter au bloc de transactions déjà qui forment la blockchain, la chaîne de blocs, ça vient de là, pour dire qu'à telle date, je vous ai envoyé, donc mon adresse de portefeuille a envoyé à votre adresse de portefeuille tel montant, à tel horaire, et avec un algorithme de cryptographie, l'algorithme va inscrire toutes ces données de transaction dans la chaîne de blocs et les rendre infalsifiables. Donc ça marche sur le plan technique. Donc la promesse technique est tenue, mais la promesse idéologique, tout à fait. Elle n'est pas tout à fait. L'application n'est pas vraiment celle qui avait été pensée probablement par Satoshi Nakamoto. Les usages, disons, en fait, la promesse technique est tenue, mais les usages, on va dire, nous éloignent un peu de l'utopie. Parce que si on prend les usages, le Bitcoin, petite précision, on dit le Bitcoin avec un B minuscule quand on parle de la monnaie, et Bitcoin avec un B majuscule quand on parle du protocole. Et donc, le protocole Bitcoin, il a réalisé sa promesse sur le plan technique, mais aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un actif très spéculatif. On pourrait beaucoup le comparer à l'or numérique. On accumule du Bitcoin en espérant que son cours monte. Alors, ce qui marche pour l'instant, depuis sa création, son cours est passé de 0 à un maximum de 65 000 $, et aujourd'hui 43 000 à l'heure où on parle. On a commencé à parler des NFT, qui est une autre application des cryptos, de la blockchain, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des premières applications concrètes des NFT et même nous réexpliquer peut-être ce qu'est un NFT et aujourd'hui à quoi ça sert? Alors en effet, je pense qu'il est nécessaire de réexpliquer ce que c'est qu'un NFT puisqu'on vient de parler des crypto-monnaies. Donc, on aura compris qu'en fait, une crypto-monnaie, en fait, ça reste un objet numérique, quoi. On peut le considérer comme une monnaie numérique. En tout cas, c'est une unité de compte sur un réseau de transactions. Donc, on achète, on vend 1, 2 ou des fractions de Bitcoin, cette transaction est représentée, elle a une adresse parce qu'elle est enregistrée sur la chaîne de blocs. Un NFT fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que un NFT, c'est un contrat à exécution automatique qui va attester du fait qu'on a acheté et qu'on possède un objet numérique et qu'on l'a acquis ou qu'on l'a créé même d'ailleurs. On a acquis ce titre de propriété par le biais d'une transaction dont l'adresse est enregistrée là aussi sur une chaîne de blocs. Aujourd'hui, la plupart des NFT sont enregistrés sur la chaîne de blocs Ethereum. Il y a aussi Solana, mais c'est quand même Ethereum qui est la principale. Donc, quand on achète un NFT, donc un titre de propriété numérique qui nous rend propriétaire de, je ne sais pas, je pourrais dire une Joconde numérique, ou une photographie, ou un morceau de musique, ou un livre, n'importe quoi en fait. On se rend propriétaire d'un objet numérique. Alors la différence avec les crypto-monnaies, c'est que quand on achète des crypto-monnaies, on est propriétaire d'une unité de compte qui permet, qui peut être transcrite en dollars, en euros, ou qui permet d'acheter des choses. Quand on achète un NFT, on se rend propriétaire d'un objet numérique, de toutes sortes d'objets numériques. Ça veut dire qu'on peut aussi bien acheter une image, de la musique, un texte, qu'un morceau de métaverse, par exemple. On peut acheter un avatar dans un jeu vidéo. On peut acheter un terrain virtuel. À partir du moment où c'est un objet numérique, on peut y accoler un titre de propriété numérique qui atteste que vous en êtes propriétaire. C'est ça la révolution du NFT, c'est de permettre de générer de la propriété sur des objets numériques. Exactement, ça génère de la rareté de la propriété sur des objets numériques. Ce qui était déjà un peu le cas des crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, en quelque sorte, en fait, elles génèrent de l'unicité, de l'authenticité, parce que l'identifiant de transaction pour chaque bitcoin, c'est un peu l'équivalent du filigrane sur votre billet de banque.
Mais le NFT, lui, génère de la rareté parce que il accole un titre de propriété numérique à un objet qui va être unique ou rare de par son aspect même. Prenons un exemple simple, j'achète un tableau, une œuvre d'art numérique. Je peux échanger un billet de 5 euros contre un autre billet de 5 euros. Un billet de 5 euros, enfin, l'euro est une monnaie, est un actif, un objet fongible. Mon tableau, a priori, c'est une réalisation artistique, il est unique. Donc, je ne peux pas l'échanger contre un autre objet équivalent. Par contre, je peux le revendre, donc ça reste un actif. Donc, le NFT lie ces deux réalités-là. Réalité économique, un NFT est un actif numérique. Vous pouvez le posséder sur un portefeuille et le revendre. Mais en même temps, c'est aussi un objet unique ou rare. Vous pouvez acheter une paire d'Adidas virtuelle, vous pouvez acheter un morceau de terrain sur un métaverse comme Decentraland, vous pouvez acheter un tableau numérique, une photo numérique, un morceau de musique, etc. Le NFT va créer de la rareté parce que il va accoler un titre de propriété. Pour répondre à une question qui est souvent posée d'ailleurs, à quoi ça sert? Parce que si j'ai une photographie numérique, je la mets en ligne. Bon, j'ai un titre de propriété numérique enregistré sur la blockchain qui dit « Moi, Laurent Gaillard, je suis propriétaire de cette photographie ». Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir, comme on peut le faire sur Internet, faire un clic droit, enregistrer sous et prendre l'image? La différence, c'est que en fait, l'image, n'importe qui peut la récupérer, mais pas le titre de propriété numérique. Donc si vous avez récupéré une image associée à un NFT, vous ne pouvez pas la stocker sur un portefeuille électronique, vous ne pouvez pas la revendre. Ce que vous allez pouvoir stocker sur le portefeuille électronique ou revendre, c'est le titre de propriété qui va vous renvoyer à une adresse précise sur la chaîne de blocs où vous allez retrouver votre image, votre fichier numérique, l'identifiant de transaction, les données de transaction qui attestent que voilà, Laurent Gaillard est propriétaire de l'image ou de l'objet numérique reproduit sur la chaîne de blocs. Parce que c'est du coup de la propriété, je suis propriétaire, mais si on estime que l'art est quelque chose qui est censé procurer de l'émotion, en termes de ressenti, tout le monde peut ressentir la même émotion parce qu'on peut afficher sur son écran la même image. Mais c'est juste la notion de propriété qui change. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre, je pense. Oui, tout à fait, parce que l'arrivée des NFT, en fait, qui a été, par rapport aux crypto-monnaies, qui a été beaucoup plus rapide, en fait, parce que les crypto-monnaies, comme je disais tout à l'heure, ça a duré, il a fallu 10 ans pour installer ça un peu dans le paysage. Les NFT, en fait, l'engouement pour les NFT, l'explosion, vraiment, c'est presque l'année dernière encore. C'est l'année 2021 où on a une explosion favorisée par la pandémie d'ailleurs, puisque le marché de l'art est sinistré par la pandémie. Les salles de vente en physique, je veux dire, comme on dit, en présentiel, elles ferment. Et donc, le marché de l'art en ligne connaît une progression énorme à partir de l'année 2020. Là-dessus arrive justement cette technologie des NFT qui permet d'associer un titre de propriété numérique à une œuvre d'art. Juste dans un contexte où le marché de l'art en ligne est en train d'exploser. Donc on peut s'échanger en ligne des œuvres d'art et attester, avec la technologie des NFT, de la validité des transactions qui sont opérées. Mais en effet, ça pose une question qui est finalement pas seulement liée au NFT, mais qui est liée à l'art numérique tout simplement. C'est-à-dire que c'est un peu ce que le philosophe Walter Benjamin a appelé l'œuvre d'art, pour reprendre le titre d'un de ses livres, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Une œuvre d'art, a priori, si on prend, on va dire, la définition, je ne sais pas comment dire, la plus traditionnelle ou classique d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est une œuvre qui a été réalisée, qui est unique, c'est un tableau, une sculpture, un objet physique qui est par essence même justement non fongible, vous ne pouvez pas avoir deux Jocondes ou deux Victoires de Samothrace, il n'y en aura toujours qu'une, mais l'art numérique qui se développe depuis les années 60 en fait, l'art numérique génère finalement des œuvres d'art numérique qui, a priori, là par contre, peuvent être copiées, reproduites à des millions, donner lieu à des millions d'itérations. La musique ? Et la musique, voilà, le MP3 par exemple, qui remplace toute la différence qui existe entre un MP3 et un disque vinyle. Le disque vinyle, même s'il est produit à des milliers d'exemplaires, est un objet physique. Le MP3 est un objet virtuel. Donc, vous avez cette question en fait qui, à partir de quand, à partir de quel degré de reproductibilité, on considère que c'est encore une œuvre d'art, qu'on a la même émotion face à une image.
sachant que cette image peut être diffusée, récupérée à des millions d'exemplaires et n'importe comment. Est-ce qu'on ressent la même émotion? Est-ce que c'est toujours une œuvre d'art ou est-ce que c'est, et on est à l'ère d'Internet, seulement du contenu? Et finalement, le NFT, qui est une technologie finalement d'association de titres de propriété, hein, j'insiste bien là-dessus, parce que finalement, quand on regarde ce que c'est que les NFT, c'est guère plus que ça, d'associer un titre de propriété numérique à un objet numérique. Donc cette technologie, elle permet finalement de donner un coup de fouet à l'art numérique qui existait auparavant, et finalement à l'ère d'Internet et à l'ère de la société de communication et d'information, cette technologie pourrait favoriser la production, le remplacement de l'art par le contenu, en fait. Oui, mais c'est intéressant. Du coup, l'art numérique, c'est l'application la plus évidente des NFT, mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Est-ce que ça va pouvoir révolutionner d'autres secteurs? Oui, alors il y en a plein, parce que le marché de l'art a été, on va dire, la première victime, si on peut... Enfin, victime, c'est un abus de langage. La première cible des NFT. En fait. Donc les NFT ont d'abord révolutionné les marchés de l'art. C'est plus évident. C'était le plus évident dans le contexte pandémique, dans un contexte où l'art numérique était émergent, c'était le plus évident en effet, et des grandes salles de vente comme Sotheby's ou Christie's en fait se sont mises aux NFT. Donc ça a été le marché de l'art. Mais ensuite, on a vu les NFT commencer, on les voit aujourd'hui, s'inviter dans dans le marché du jeu vidéo. Avec notamment un nouveau modèle économique qui est lui aussi en train d'émerger. Le passage du free-to-play au play-to-earn. Free-to-play, vous jouez à un jeu en ligne vous y jouez gratuitement. Play-to-earn, vous pouvez jouer à un jeu comme Axie Infinity, par exemple, je réexpliquerai peut-être après ce que c'est. Axie Infinity, Sorare Fantasy Football... vous n'avez pas de frais, vous n'avez pas à acheter un jeu pour l'installer sur votre ordinateur, puisque le jeu est sur blockchain, donc vous y jouez en ligne, il est sur blockchain. Mais par contre, vous allez quand même payer quelque chose, c'est-à-dire que, bon, il est nécessaire pour jouer à Axie Infinity d'acheter des créatures de jeu. En fait, c'est une sorte de Pokémon-like Axie Infinity qui permet de faire s'affronter des créatures virtuelles je pense que tout le monde sait ce que c'est que le Pokémon qui avait lancé des cohortes de joueurs à travers les rues en train de chercher des Pokémon. On s'en souvient. Et Axie Infinity, c'est un peu le même principe, organiser des combats entre des petites créatures mignonnes, en fait. Et le truc, c'est que pour jouer à Axie Infinity, il faut acquérir les créatures, et chaque créature est unique, parce que ce sont des NFT. Mais vous faites l'achat de vos créatures, donc en fait, vous achetez sur la plateforme Axie Infinity vos NFT, et quand vous faites combattre vos créatures, à chaque fois que vous gagnez des NFT en fait. Et vous gagnez des NFT, des crypto-monnaies par là même, parce que vous pouvez revendre vos NFT aussi. Donc on peut gagner des NFT en jouant, et ça c'est quelque chose donc de l'argent finalement. On gagne de l'argent, parce qu'après ça peut se transcrire, on peut revendre ces NFT contre des crypto-monnaies, et puis après on peut les revendre aussi tout simplement contre des euros, des dollars. Et ça révolutionne quand même le play to earn, ça révolutionne quand même le... Ça crée même un modèle économique assez fascinant, parce qu'on peut voir par exemple... ce que j'explique à un moment dans le livre, c'est qu'il y a un modèle de salariat vidéoludique qui commence à émerger. Avec le succès d'Axie Infinity, par exemple, le prix des créatures, en gros, pour pouvoir jouer, il faut en avoir 2 ou 3, quoi, pour commencer. Et donc, en fait, le prix des créatures est passé à peu près à l'équivalent de $300, en fait, pour avoir une petite créature virtuelle pour pouvoir jouer à Axie Infinity. Il y a une barrière à l'entrée. Donc la barre d'entrée est quand même, pour, on va dire, tout un chacun, elle est quand même haute. Ça veut dire qu'il faut investir à peu près $1000 pour pouvoir jouer à Axie Infinity. Et donc, en fait, les joueurs les plus expérimentés se sont mis à louer leurs créatures à des joueurs moins expérimentés qui, en échange, reversaient une partie de leurs gains aux joueurs qui leur avaient loué leurs créatures. Donc on rentre dans un modèle économique assez fascinant de salariat vidéoludique, mais qui existait déjà avant, parce qu'en fait c'était déjà des pratiques qu'on a vu apparaître avec les jeux massivement en ligne du genre World of Warcraft. Mais donc ces jeux-là,
on y joue presque plus. Il y a des gens qui n'y vont plus pour jouer, il y a des gens qui y vont pour gagner leur croûte. Pour spéculer. Pour spéculer, pour gagner leur vie. C'est ce qui coince avec l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo d'ailleurs. C'est que, en fait, la communauté des joueurs n'est pas forcément, et loin de là, intégralement réceptive aux NFT, parce que pour beaucoup de joueurs, l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo, c'est l'arrivée de la spéculation dans le monde du jeu vidéo. Pour résumer un peu et simplifier, les crypto-monnaies, ça a été un petit peu la finance pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on peut acheter simplement des crypto-monnaies pour boursicoter, sauf qu'au lieu d'acheter des actions, des actions en bourse, je ne fais pas faire de pub pour une entreprise ou une autre, parce que vous jouez pour gagner de l'argent, vous jouez pour spéculer aussi, ou vous achetez, et ça c'est ce qui est pratiqué par des métavers comme Decentraland ou The Sandbox par exemple, qui ont le vent en poupe en ce moment, vous pouvez acheter des terrains virtuels. Et vous allez spéculer dessus aussi. Oui. Mais je prends, pour rester dans le jeu vidéo, je prends l'exemple de un jeu vidéo qui est devenu un peu culte, Stalker, qui est un jeu vidéo en, comment est-ce qu'on dit, c'est first person shooting, un FPS, qui a été, développé par un studio russe à l'époque, et donc avait suscité un engouement. C'était sorti en 2007, il y a eu plusieurs suites, et en fait, donc le studio en question, je ne sais pas, vu le contexte géopolitique, si ça va être toujours le cas actuellement, mais prévoyait de sortir encore l'an dernier la suite, et donc toute la communauté de Stalker attendait avec impatience, et puis l'équipe de développement a annoncé, dans Stalker 2, nous avons prévu d'intégrer des NFT. Et là, au lieu d'avoir des hurrahs de la communauté de joueurs, l'équipe de développement du jeu a fait face à une levée de boucliers, c'est-à-dire que la communauté de joueurs a dit « on n'en veut pas, on ne veut pas de NFT, on n'est pas là pour spéculer, on est là pour jouer ». Et donc, on a vu je prends l'exemple de Stalker, mais ça a été le cas aussi pour d'autres jeux. Ça amène une couche, ça amène une nouvelle manière d'appréhender le jeu, et donc c'est pas la raison première d'un jeu, c'est pas de spéculer, quoi. Non, et puis alors ça fait courir un risque pour les joueurs, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la barre d'entrée sur Axie Infinity, elle est montée à $1000, ce qui crée cette espèce de recours à un salariat vidéoludique, mais pour les gens qui veulent juste jouer, s'ils sont obligés finalement d'acquérir des NFT pour jouer à leur jeu préféré, ils vont dire, mais attendez, on n'est pas là pour payer des centaines de dollars pour jouer à notre jeu préféré, on n'a pas envie, on vient pas ici acheter des actions en bourse, on n'a pas le portefeuille pour, on vient jouer en fait. Oui, bien sûr. Ok, mais c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu au métaverse maintenant. Finalement, justement, on se rend compte que NFT, métaverse, c'est deux révolutions qui vivent l'une avec l'autre. Hein. C'est très lié. Oui, c'est indissociable. C'est indissociable. Et on a vu en 2021 Facebook qui a changé de nom pour devenir Meta. Et donc on a vu ça via une annonce fracassante de Mark Zuckerberg qui on a vu son intérêt pour Oculus au départ, et il a dévoilé ses cartes quand il a renommé le groupe Meta en annonçant son intérêt fort pour l'univers des métaverses justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est un métaverse? Oui, un métaverse, c'est alors métaverse en anglais, métavers en français, méta-univers, méta-universe, méta-univers. Donc le préfixe méta, c'est qui est un méta-univers parallèle à propos de, avant, en fait, un métalangage, c'est un langage utilisé pour, en linguistique ou en informatique, pour comprendre les autres langages, un langage sur les langages. La métapolitique, c'est la politique dans la politique. Un méta-univers, il y a une phrase que j'ai réutilisée, je réutilise souvent et que j'aime beaucoup, c'est une phrase, d'ailleurs c'est une méta-citation, parce qu'en fait elle est faussement attribuée à Paul Éluard, en réalité c'est Paul Éluard qui l'a reprise, et c'est une belle phrase qui dit « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Alors ça définit très bien, en fait, ce qu'est un méta-univers. C'est un autre monde, mais qui est dans celui-ci. Donc c'est un univers virtuel. Alors, la différence entre un métavers et un jeu vidéo, c'est qu'un jeu vidéo propose une structure narrative
qui guide le joueur. Il va lui proposer des quêtes, même si ça peut être un univers très ouvert comme le récent Cyberpunk 2077. Il peut y avoir un univers ouvert, mais il y a quand même une structure en fait qui guide le joueur. On est là quand même pour accomplir un certain nombre de quêtes et il y a une fin au jeu. Alors que le métavers, il n'y a pas de fin, c'est un univers virtuel. On y va, donc on est à mi-chemin entre le jeu vidéo en 3D, immersif, et le réseau social. On y va principalement pour développer des interactions sociales, mais dans un univers en 3D, dans un univers finalement très similaire à celui des jeux vidéo. Alors un métavers peut conserver un aspect ludique, c'est-à-dire proposer des petites quêtes à ses utilisateurs, mais ça sera toujours annexe. D'accord, donc quand on parle de métavers, ce ne sont pas des jeux vidéo. Ce ne sont pas des jeux vidéo, c'est vraiment des univers virtuels. D'accord, et vous parlez d'interaction sociale, il y a aussi des interactions commerciales. Absolument. Et c'est là tout l'enjeu actuellement avec les NFT, parce que les métavers existent depuis bien plus longtemps en fait que les NFT. En fait, parmi les premiers métavers ont été développés à la fin des années 90. Il y en a un qui s'appelait le Deuxième Monde, développé notamment financé par la société Canal+ à l'époque, et qui proposait aux bimondiens, c'était le nom donné aux utilisateurs du Deuxième Monde, d'aller sur un univers en 3D où on pouvait trouver des magasins avec des marques partenaires qui tenaient boutique. Et ensuite, il y a eu Second Life, début des années 2000. Qui existe encore. Qui existe encore, oui, qui propose à peu près la même chose, c'est-à-dire un univers en 3D où on peut assister à un concert, on rencontre des gens, on peut même lier des relations affectives, on peut même, ça paraît assez fou, mais il y a des cas de harcèlement et même de prostitution virtuelle qui ont été dénoncés déjà à l'époque sur Second Life. Des cas qui ont et d'ailleurs, on voit que quand Zuckerberg a lancé son propre métaverse, en fait, il y a assez récemment, il y a quelques mois, en fait, il y a une utilisatrice qui s'est plainte d'avoir été harcelée sur le métaverse de Zuckerberg. On reproduit un peu les schémas sociétaux de la vraie société, quoi. Oui, exactement. On reproduit les schémas parce que finalement, c'est un univers virtuel. Donc, en fait, c'est une micro-société virtuelle où on a son avatar, donc on pourra s'inscrire, c'était déjà le cas à l'époque sur Second Life, ou aujourd'hui sur le métaverse de Zuckerberg, ou sur Decentraland. C'est toujours la même chose, il faut un avatar, donc on choisit un avatar, c'est-à-dire un personnage qui vous représente, ça peut être d'ailleurs une créature, ou un humanoïde, on choisit son aspect en fonction des possibilités qui vous sont données par le métavers. Et puis ensuite, cet avatar, on va le guider dans un univers en 3D, il va faire des choses, il va rencontrer d'autres joueurs en ligne. Vous voyez, abus de langage, je dis joueurs, mais d'autres utilisateurs en ligne, d'autres habitants du métavers. Il va discuter avec eux, il va éventuellement aussi nouer des relations commerciales. Et c'est là que les NFT entrent en scène. Parce que sur Second Life, c'était en 2003, les NFT évidemment n'existaient pas encore. En fait, le premier NFT, historiquement, il est Quantum, il a été présenté à New York en 2014. Donc en 2003, on ne parlait pas de NFT. Donc les NFT, en fait, entrent en scène sur les métavers actuels parce que ça permet, par exemple, sur les métavers actuels, donc celui de Zuckerberg, ou parler de Decentraland ou The Sandbox, on peut visiter des galeries d'art virtuelles et acheter, par exemple, des œuvres d'art en NFT sur Decentraland. Vous allez vous promener votre avatar vous le faites entrer dans une galerie d'art qui a la forme d'un bâtiment en 3D, et puis il y a des NFT qui sont exposés, c'est-à-dire des œuvres d'art liées à un titre de propriété. Vous cliquez dessus, et puis vous achetez votre NFT. Vous pouvez aller dans une boîte de nuit virtuelle sur Sandbox ou Decentraland aussi, et puis acheter le NFT du t-shirt de la boîte de nuit. Et puis, en fait, il y a aussi le fait que vous avez des entreprises, et pas des moindres, qui ont leur siège, qui ont acheté du coup des espaces virtuels sur les métavers d'aujourd'hui. Binance, qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, mais aussi Adidas. Et c'est quoi les principaux métavers sur lesquels on peut acheter un titre de propriété? Alors, vous avez les deux principaux aujourd'hui qui intègrent des NFT, c'est Decentraland et The Sandbox. Sinon, vous avez aussi Upland,
qui permet en fait, qui reproduit. Vous avez Upland, vous avez aussi, comment il s'appelle, Second Earth, un peu sur le modèle de Second Life, mais la deuxième Terre qui vous propose d'acheter en fait qui reproduit la Terre en virtuel et vous propose d'acheter des terrains immobiliers sur une terre virtuelle. Donc Upland, UPLAND, qui vous propose de faire à peu près la même chose. Vous en avez un autre, mais j'ai oublié son nom, qui vous propose d'acheter des morceaux de la Lune ou de Mars. Et c'est quoi les barrières à l'entrée pour commencer, si on veut aller commencer à aller dans un métaverse, c'est quoi les barrières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez juste y aller, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Vous pouvez aller vous promener sans problème sur Sandbox. Il n'y a pas à acheter un avatar, ou sur Decentraland. Et ça coûte rien du tout, en fait. Alors, ce qui est nécessaire de faire, même si c'est pas en plus, c'est même pas obligatoire, mais pour aller sur Sandbox, par exemple, vous allez pouvoir vous connecter via un portefeuille électronique, qui est en fait une simple extension à rajouter à votre navigateur Chrome ou Firefox, et qui est MetaMask. Mais il n'est même pas obligatoire. En fait, c'est les fameux wallets. C'est les wallets, voilà. Les fameux wallets qui vous permettent, en fait, sur ce wallet, vous allez posséder des Ethers ou d'autres crypto-monnaies, et ça vous permettra de faire des achats. Mais on peut avoir un wallet avec rien du tout dessus et s'en servir pour se connecter, quoi. Absolument, et vous n'êtes même pas obligé d'avoir un wallet pour vous connecter à Sandbox, par exemple. Vous pouvez le faire via Google. C'est pas une obligation. Donc, en fait, vous ne payez rien pour entrer sur Sandbox ou sur Decentraland. Par contre, là où la barre d'entrée est très haute, c'est si vous voulez acheter du terrain virtuel sur ces métavers. Là, la dernière fois que j'avais regardé, et en fait, dans le livre, je crois que je donne l'exemple, je dis que le terrain le moins cher que j'ai trouvé sur Decentraland, c'est 5000 $, pour le moins cher. Et c'est, vous avez, Decentraland, vous avez une carte, c'est un univers, et en fait, les prix des terrains varient, un peu comme dans n'importe quelle ville d'ailleurs, en fonction de leur proximité avec ce qui constitue déjà les centres commerciaux. Dans The Sandbox, par exemple, il y a Snoop Dogg, c'est le rappeur Snoop Doggy Dogg, qui possède son propre domaine dans le métavers The Sandbox. Il a reproduit en virtuel le manoir qu'il a dans la réalité, et il propose à ses fans de venir, en fait, discuter avec lui, avec son avatar. Alors, est-ce que c'est vraiment lui derrière son avatar ou un community manager, on ne sait pas, mais en tout cas, si vous achetez un terrain virtuel juste à côté du manoir de Snoop Dogg, en fait, vous allez le payer très très cher parce que il y aura du trafic. Ça reproduit les codes de nos sociétés. C'est vachement intéressant. Et du coup, se pose la question de est-ce que les événements qui se passent dans la vie réelle ont un impact sur les métaverses d'une manière ou d'une autre? Parce que on sait que il y a des candidats à l'élection présidentielle qui font campagne dans les métaverses. Voilà, est-ce que la réalité rejoint pas le métaverse? Alors elle rejoint, d'ailleurs on peut même, là encore, reprendre l'exemple historique, je dirais, de Second Life dont on parlait tout à l'heure, qui est un métavers qui a 20 ans. À l'époque où Second Life s'était lancé, les candidats à l'élection présidentielle alors c'était pas celle de 2002, mais celle de 2007, avaient ouvert des bureaux. Donc à l'époque, il y avait Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Ils avaient déjà, et c'était en 2007, ouvert des bureaux sur Second Life, en fait. Alors, à ma connaissance, si vous regardez le dernier clip de campagne de Emmanuel Macron, l'équipe d'Emmanuel Macron a fait un clip de campagne basé sur un autre métaverse que j'ai pas cité, et qui a un succès mondial, qui est Minecraft. Qui est d'ailleurs un métavers à part entière. Minecraft, c'est pas un jeu? C'est un jeu, mais c'est même un métavers, parce que l'objectif de Minecraft, il y a des objectifs ludiques dans Minecraft, puisque c'est un jeu de construction, en fait, Minecraft, qui va utiliser des voxels pour édifier son propre domaine sous forme de petits carrés. C'est pas des pixels, c'est des voxels. Mais en fait, Minecraft, c'est aussi un métavers parce que maintenant, en fait, l'univers de Minecraft est tellement étendu qu'on y trouve absolument de tout. Et l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, en particulier, a développé son espace sur Minecraft et a même réalisé un clip de campagne où on voit en fait les supporters LREM ou les supporters d'Emmanuel Macron qui évoluent sur Minecraft. Donc en fait, on voit la même chose qui se passe 20 ans plus tard. À ma connaissance, sur Sandbox ou sur Decentraland, j'ai pas trouvé de bureau de campagne pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Ils ont peut-être, mais j'ai pas trouvé en tout cas.
Ok, et du coup... Peut-être mal cherché aussi. Hein, mais... non, mais c'est peut-être que l'engouement, il est un peu moins important que celui qu'il a été lors des précédentes campagnes. Mais donc il y a les candidats à l'élection présidentielle, il y a aussi des marques, du coup, on en a parlé rapidement, des marques qui ont pignon sur rue. Comment ça marche? Est-ce que les marques font déjà du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est juste la promesse d'un chiffre d'affaires à venir? Et quelle est leur implication dans les métaverses? Alors en fait, les marques sont présentes sur les métaverses, puisqu'on a des marques aussi connues qu'Adidas, par exemple, eux ils sont sur Decentraland. Ils ont un business model qui leur permet de faire des chiffres d'affaires parce qu'ils vendent des choses sur les métaverses, notamment, et ils vendent des NFT. Nike, par exemple, vend les crypto kickers en fait c'est-à-dire des Nike virtuels qu'on peut acheter. Alors eux, ils sont, je ne sais plus si c'est sur Decentraland ou Sandbox. Adidas vend aussi des Adidas virtuels. Donc, mais on va dire que leur modèle pour l'instant est quand même plus orienté sur l'image, le marketing et la publicité. Là, j'ai pas en tête de chiffres à vous donner en ce qui concerne les ventes, ce que représentent les ventes de NFT pour l'instant de Adidas, mais elles sont réelles, c'est-à-dire qu'il y a un marché en fait spéculatif, parce que si je prends par exemple les crypto kickers de Nike, en fait, les paires de chaussures, on parle de chaussures virtuelles ici, hein, que vous pouvez faire porter un avatar, les plus chères en fait, ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En fait. Et il y a des acheteurs en fait pour ça. Après, il y en a des moins chers. On peut acheter pour quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros. Donc ça se vend, ça marche. Mais le truc, je dirais, c'est que pour l'instant, le public en fait de ces métavers, c'est un public qu'on peut encore considérer comme étant en partie un public de niche, c'est-à-dire des gens qui sont au fait de ces innovations tech-savvy, quoi, des gens qui évoluent soit dans le milieu de l'informatique, soit qui sont au courant en fait de ces innovations, qui sont passés du jeu vidéo au métaverse, qui sont passés aussi des crypto-monnaies au métaverse, donc qui connaissent. Ça touche, on va dire, une partie du public de plus en plus étendue, mais pour l'instant, c'est en gestation, on va dire, quoi. Okay. Donc c'est des marchés en gestation. Donc Adidas, en effet, vend. Je pense qu'Adidas ou Nike profitent plus du marché naissant et en pleine explosion sur les grandes plateformes de vente de NFT comme OpenSea par exemple, que des ventes de NFT directement sur Decentraland ou sur les métavers. Pour ce qui concerne les métavers, c'est encore un marché en gestation parce que la communauté d'utilisateurs qui grossit de manière exponentielle, certes, elle est elle-même encore quand même en gestation, et pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui est rédhibitoire. Il y a deux choses, à mon avis, qui empêchent peut-être les métaverses d'être complètement adoptés par le grand public. C'est d'une part, le fait que vous pouvez aller comme vous voulez sur un métavers, comme Decentraland. Par contre, devenir propriétaire d'un bout de terrain sur un métavers, ça coûte très cher, et c'est principalement les entreprises qui achètent ces terrains, mais qui font vivre déjà des écosystèmes, en fait, parce qu'ils embauchent des développeurs, ils embauchent des community managers pour développer, en fait, leur Adidas, pour designer, en fait, le siège d'Adidas sur le métavers, ou le siège de Binance, etc. Ou des employés qui vont jouer les community managers. Je ne sais pas si on parlera bientôt de metaverse manager, pour accueillir, en fait, les utilisateurs. Et l'autre chose qui est rédhibitoire, c'est un aspect purement aussi pratique peut-être, c'est que aller sur un réseau social avec un smartphone, c'est simple. Vous sortez votre téléphone, vous regardez sur Facebook, vous regardez sur Instagram, vous regardez sur TikTok. Aller sur un métavers à partir de son smartphone, on peut le faire, mais c'est quand même moins pratique. Déjà, il y a des temps de chargement qui sont plus longs parce qu'on parle d'univers en 3D. Il peut y avoir des problèmes de congestion de la chaîne de blocs qui entraînent des temps de chargement longs. Et puis, manipuler son avatar en 3D sur son smartphone, c'est faisable, mais je pense pas que ce soit ce qui est le plus pratique. Et finalement, l'outil qui avait été présenté d'ailleurs par Zuckerberg aussi, ou par les gens de Google ou de Sony, c'est le casque de réalité virtuelle. Alors, le célèbre Oculus Rift.
Mais bon, autant on pouvait chasser des Pokémon dans la rue, autant on va pas sortir dans la rue avec son casque de réalité virtuelle sur la tête, ça va être un peu dangereux quand même, quoi. C'est un peu limitant, ouais. Là, à ce niveau-là, donc ça restreint peut-être un peu les usages, en fait. Peut-être que ça se développera beaucoup plus, mais là on rentre dans la science-fiction à partir du moment où d'autres types d'outils sur lesquels travaillent actuellement Google ou Sony vont se développer, même si ça va susciter certainement des questions éthiques, c'est par exemple les lentilles connectées, en fait. C'est-à-dire tous les produits qui sont dérivés de l'usage d'un matériau qui s'appelle le graphène, qui est un matériau composite fabriqué à partir du graphite et qui permet en fait de créer des surfaces connectées transparentes, enfin à partir de n'importe quelle surface transparente, y compris notamment les lentilles. Mais pour l'instant, c'est des prototypes sur lesquels travaillent Sony ou Google par exemple ou d'autres sociétés réservées à l'usage médical et on n'en est pas encore là. C'est le futur. Voilà, c'est pas encore Matrix. Mais ça arrivera. Mais voilà, il y a des chances que ça arrive. Super intéressant. Ça posera certainement d'autres problèmes éthiques. En fait, le jour où on arrivera à ce degré de réalité augmentée, parce que là on parle de réalité augmentée, c'est-à-dire vous superposez la réalité virtuelle à ce que vous voyez littéralement. C'était le principe des Google Glass qui n'avait pas marché du tout. Bon, le jour où on en arrivera là, les lentilles connectées, on n'en est pas là encore, mais ça posera certainement d'autres questions en fait. Mais voilà, pour l'instant, les métavers sont un peu limités finalement par cet aspect peut-être un peu non pratique. Et puis parce qu'aussi, en fait, les métavers plus les NFT, ça donne égal Internet propriétaire. Et cet Internet propriétaire, il est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Et donc, pour conclure, la dernière question, c'est on parle beaucoup des impacts positifs et on vient de parler des limites des métavers et des NFT, mais est-ce qu'il y a des impacts négatifs? On parle notamment de la consommation d'énergie, on parle de toutes ces choses-là, donc c'est quoi pour vous les impacts négatifs? Alors les impacts négatifs, alors en effet la consommation d'énergie, mais c'est, je dirais qu'on vit de toute façon dans une civilisation profondément énergivore, donc à ce niveau-là on va un peu dans le mur, et en fait c'est une réalité pour toute personne un peu sensée. Donc les crypto-monnaies rajoutent de la consommation d'énergie. Je dis les crypto-monnaies parce que je vais dire en fait le Web 3 et les technologies de la blockchain rajoutent de la consommation énergétique. On n'échappe pas à la règle. Ethereum est la principale plateforme sur laquelle sont développés les métavers comme Decentraland ou Sandbox ou Upland également. C'est la principale plateforme sur laquelle on développe aussi des NFT aujourd'hui. C'est une plateforme qui fonctionne grâce à ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est-à-dire que pour valider les transactions sur cette blockchain, c'est comme le Bitcoin, vous sollicitez un certain nombre de machines du réseau, des utilisateurs, qui prêtent la puissance de calcul de leur machine pour permettre au réseau de valider toutes les transactions effectuées sur le réseau Bitcoin toutes les 7 minutes. Alors sur Ethereum, je ne me rappelle plus toutes les 40 ou toutes les minutes ou 30 secondes. Mais tout ceci consomme énormément d'électricité, d'autant plus que maintenant, le phénomène des fermes de minage est apparu. C'est-à-dire que comme si vous prêtez de la puissance de calcul, vous pouvez miner des crypto-monnaies, ça vous rapporte des crypto-monnaies, il y a des gens qui ont commencé à acheter des racks de cartes graphiques ou des entreprises qui ont installé des centaines, voire des milliers aujourd'hui d'ordinateurs qui tournent toutes les 24 heures sur 24 dans des entrepôts gigantesques pour miner, et évidemment, ça représente une consommation énergétique démentielle. Donc Ethereum, par exemple, est en train de penser, et ça va être d'ailleurs un mois de juin stratégique pour Ethereum, à passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, qui est considérée comme beaucoup moins énergivore. Cela dit, le jour où ça arrive, pour Ethereum, je veux dire, c'est déjà le cas pour d'autres, Solana est déjà sur la preuve d'enjeu, en fait, mais ça ne veut pas dire que le problème de la consommation d'énergie va être réglé, parce que la preuve d'enjeu est aussi consommatrice d'énergie. De manière générale, il y a une légende verte qui prétend que le numérique n'est pas consommateur et serait une industrie verte, parce que finalement, on n'a pas conscience de la réalité physique de l'industrie numérique. Et la réalité physique, c'est des câbles, c'est des centres de données, c'est la consommation d'électricité. C'est l'équivalent de la production de tout le parc nucléaire mondial, en fait, l'industrie numérique. Donc,
le principal écueil, c'est ça en fait. C'est en effet. Et c'est en train de grossir. Et les métavers, si on passe plus de temps sur les métaverses ou sur les réseaux sociaux que. Déjà, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je crois que la moyenne calculée par l'OMS cette année donnait le chiffre pour je crois que c'était pour la tranche d'âge de 18, 15, 25 ans, c'est au moins 6 heures par jour, en moyenne, simplement. Donc, si on voit se développer les NFT, les métavers, on va rajouter encore de cette consommation énergétique va augmenter. Donc, pour moi, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est l'addiction numérique. Et le troisième écueil, c'est, on va dire, la spéculation effrénée, qui est encore liée à l'univers des métavers et des NFT. Ce qui fait que, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est à la fois, finalement, dans un moment du développement d'Internet, où on est à la fois à la veille de Google et à la veille du crash du Nasdaq des années de 2000. C'est-à-dire qu'on voit finalement ces technologies naissantes dans le Web3, dans la blockchain, qui vont peut-être donner naissance au Facebook de demain, qui est devenu Meta, en effet, ou au Google de demain, mais en même temps, il existe une myriade de projets qui sont totalement spéculatifs et inutiles. Et à un moment, je dirais qu'il y a un coup de torchon nécessaire qui va s'appliquer à cette industrie, en fait. Je dirais que c'est presque fatal, en fait, quoi. Elle est là, à mon sens, pour rester, cette industrie, mais elle va certainement être purgée un petit peu ou débarrassée. Forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de fioritures, et puis on se recentrera sur l'essentiel, probablement. C'est les trois écueils qui attendent, à mon avis, les NFT, les métavers, en fait. C'est la contrainte énergétique, la contrainte liée, finalement, le renforcement de l'addiction numérique et la spéculation effrénée qui, eh bien, et quand même rend cette industrie instable, en fait, ou sujette à une certaine instabilité. On va conclure là-dessus. Alors c'est pas sur une note positive, mais c'est sur la réalité de ce que c'est. On est encore sur des innovations qui sont très récentes finalement à l'échelle de nos vies et de l'humanité. Hein. Donc on va voir comment ça va évoluer. Merci Laurent d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir permis de mieux comprendre les NFT et les métaverses. Pour aller plus loin, je vous invite à aller acheter le livre Comprendre les NFT et les métaverses aux éditions Slatkin et compagnie. Donc merci et surtout bonne lecture. Merci.